Je voudrais remercier Bénédicte Savoy et Felwinsard de m'avoir confié la mission de modérer cette dernière table ronde. Je ne suis pas sûr que leur choix ait été parfaitement approprié, parce que je suis anthropologue et donc je fais partie de cette confrérie qui, au fil des décennies, a collecté bien des objets, en Afrique en particulier. Et puis je suis africaniste, pas du tout, je suis américaniste, et donc j'ai peut-être une circonstance atténuante, mais en même temps, ma connaissance de l'Afrique n'est pas aussi grande que celle de beaucoup des intervenants qui ont parlé jusqu'à présent. Alors, au fond, cette dernière table ronde, elle pose la question qui n'a cessé d'être évoquée depuis le début de la journée. Comment faire des musées? Comment faire des musées de quoi? Comment les nommer même? C'est une question qui n'a cessé de se poser. C'est une question qui m'a intéressé. Je pense que c'est pour ça que Bénédicte Savoy m'a demandé d'intervenir. D'abord parce que les musées d'ethnologie ont joué un grand rôle dans la formation de la discipline anthropologique. La manière de classer des objets qui avaient été collectés, pillés, échangés, etc., un peu partout sur la planète, a constitué au fond une matrice des classifications qui ont été faites ensuite des populations, de leur trait culturel, de leur mode de vie, etc. Et donc la nécessité d'avoir à classer des objets dans des musées a profilé très tôt beaucoup des problèmes que l'anthropologie naissant dans le dernier tiers du XIXe siècle s'est posée. Mais aussi la question qui se pose pour les musées d'art non occidental, si on peut les appeler ainsi, je pense, est un peu injuste, en ce sens qu'on leur donne une mission qu'aucun autre type de musée n'est à même de remplir. On demande à ces musées, qu'ils soient dans les pays d'où procèdent les objets qui sont exposés ou dans les pays qui s'en sont emparés, on leur demande de mettre en scène, de rendre intelligibles des objets en les mettant en contexte, en essayant de restituer les vies multiples qu'ils ont eues. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Mais à aucun autre musée, on ne demande cela. Vous allez au Louvre, vous n'avez pas les vies multiples de la Joconde, vous n'avez pas les vies multiples des noces de Cana, par exemple. Et les noces de Cana, elles sont dans cette grande salle, c'est ce grand tableau, mais la plupart des gens ne savent pas que c'est un tableau qui a été retiré du couvent de San Giorgio à Venise et qui a été remplacé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps par un fac-similé extrêmement intéressant, et qu'au fond ce tableau il doit être vu là où il a été dans l'endroit pour lequel il a été conçu, ne serait-ce que pour des questions d'éclairage. Donc on demande à ces musées d'art non occidental de faire des choses qu'aucun autre musée ne fait, peut-être à l'exception des musées de sciences et techniques, qui ont une grande inventivité, au fond, dans la présentation de leurs objets. Donc voilà le thème général de cette table ronde, qui, encore une fois, reprend la plupart des questions qui ont été posées aujourd'hui. Et je vais donner la parole, pour commencer, à Hamadi Bokoum, du musée de Dakar, qui va nous parler du musée des civilisations noires, le grand musée de Dakar. Il est archéologue de formation, il est ancien directeur de l'IFAN, et je pense qu'il va nous parler de son expérience précisément de créer un grand musée à l'heure actuelle en Afrique. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer par remercier Felwinsard et Bénédicte Savoy d'avoir bien voulu nous associer à cette réflexion. J'en profite naturellement pour les féliciter pour le rapport remarquable qu'ils ont eu à produire. Ils sont désormais devenus les tauliers de la restitution, parce que l'affaire ne fait que commencer. Et on est tous comme des wagons maintenant dans l'affaire.
on verra bien. Mais je suis venu surtout pour vous parler aujourd'hui du Musée des civilisations noires qui a ouvert ses portes le 6 décembre dernier à Dakar. Le titre de la communication est intitulé « Une symphonie en devenir ». Et j'ai dit à la dernière phrase de mon résumé ceci: le musée des civilisations noires, la réinvention du musée est dans le moule du mutant, un processus infini. Je ne savais pas que la conférence inaugurale de Souleymane allait parler de ça. Mais en fait, c'est toute l'histoire du musée, en tout cas celui qu'on a construit, qui se résume ainsi. D'abord, c'est une histoire des idées. J'ai été vraiment aidé par Nadia ce matin, qui a parlé du Congrès de Paris, que je montre ici. Souleymane en a parlé, Felwine en a parlé, Malik en a parlé, donc je ne vais pas insister sur l'histoire de ces idées, mais peut-être insister un instant sur ce que je considère comme un aboutissement, c'est-à-dire l'organisation du premier festival mondial des arts nègres. Je pense d'ailleurs qu'il ne sera jamais possible de le dupliquer. Et au cours de ce festival, il a été décidé de créer à l'époque le musée négro-africain. Un travail remarquable a été fait à l'époque avec l'UNESCO, Gabuse et bien d'autres. Et malheureusement, avec le départ du président Senghor, dans les années 80, les politiques d'ajustement, le projet a été abandonné. Il n'a été repris que dans les années 2000, avec un financement important de la République populaire de Chine, et on a beaucoup parlé de chinoiserie. Je vais donc parler un peu de chinoiserie. Quand l'accord de coopération a été signé, effectivement, les Chinois sont venus à Dakar avec de très belles propositions architecturales. Bien, on a dit que ça ne nous convenait pas. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez? On a dit qu'on veut une inspiration africaine. Ils nous ont dit, mais quand cela ne tienne, on est d'accord avec vous. Faites des propositions. J'étais le représentant de l'État dans cette commission en tant que directeur du patrimoine de l'époque. Après réflexion, on leur a dit, écoutez, l'architecture la plus commune en Afrique, c'est peut-être la petite case ronde. Oh là, le cercle, on va avoir des problèmes de volume, on va avoir des problèmes de perte de surface, etc. On a dit, mais c'est ce qu'on veut. Est-ce que vous avez un modèle particulier? On a dit oui, on en avait un. C'était le Grand Zimbabwe, dont vous avez les colonnades en pierre ici. Ils ont été sur Internet, ils ont regardé. Le lendemain, ils sont revenus. On a validé la base. Second élément, inspiration sénégalaise. Toujours dans la chinoiserie, nous avons choisi la Casa Impluvium du royaume de Bandial en Basse-Casamance. La Casa Impluvium est une case maison. Il n'y a qu'une seule porte. Donc le problème, c'est comment apporter la lumière du jour dans la maison et comment gérer ensuite l'eau qui va s'engouffrer. Avec l'inversion du toit, vous voyez, vous avez la lumière au milieu de la maison et il y a un dispositif pour récupérer les eaux pluviales qui peuvent être conservées ou évacuées. À côté de ces deux idées principales, on leur a dit qu'on voulait un musée qui soit dans la dualité. On dit, c'est quoi la dualité? On dit que nous, on a une culture de l'oralité. On veut que dans ce musée, les gens puissent bavarder, crier, danser, sauter, s'ils le veulent, et que les autres restent tranquillement dans les galeries aseptisées. Et donc, dans cette dualité-là, on a pensé l'architecture du musée. Bon, je n'insiste pas sur ça. Donc, vous avez les galeries classiques qui sont des galeries plateaux.
Il n'y a aucun discours, c'est des plateaux qu'on peut aménager comme on veut. Et ça nous fait énormément de confort dans la préparation des expositions. Et pour la parlotte, on a créé le Pinch, donc il y a un espace de conversation à l'intérieur du musée, avec des ailes totalement ouvertes sur l'extérieur. Donc on peut aussi faire du camping au sommet de ce musée. Voilà comment il a été pensé. Au total, on a environ 15 000 mètres carrés de surface bâtie. On a ce que vous appelez galerie fermée, à peu près 3 000 mètres carrés. Et l'ouvert, ça nous fait 5 000 mètres carrés. Mais en réalité, on peut dédoubler tous les espaces pour faire des expositions. On a une réserve de 1 000 mètres carrés avec un contrôle de la température et de l'hygrométrie au niveau de chaque salle. Ce qui fait qu'on peut conserver les éléments comme on le souhaite. Maintenant, que faire de tout cela? Ça a été la grande équation. Senghor l'avait pensé dans un contexte que nous connaissons. 40 ans après, on ne pouvait plus faire la même chose. Le musée était construit. Moi, j'ai été nommé directeur général du musée. Et puis, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, on s'est dit que la bonne idée, c'est d'organiser une réflexion globale. Ce qui nous a amené à organiser une conférence internationale de préfiguration, avec la participation de beaucoup de personnes qui sont dans cette salle. Mais je citerai particulièrement deux, parce qu'il y en a un qui m'a fait très mal. Bachir a été un grand sage pour piloter tout ça. Et Felwine, qui devait faire le rapport général, me dit, on n'a pas de solution. On sait ce que vous ne devez pas être, mais on ne sait pas encore ce que vous allez être. C'était très gênant. Mais enfin, il nous a dit qu'on ne devrait pas être un musée ethnographique, parce que c'était un concept en crise. Pas anthropologique non plus, parce que l'anthropologie a fait beaucoup de mal à l'humanité. Au nom de cela, on a été singifié, mis dans des cales de bateaux, etc., etc., etc. Qu'il ne fallait pas qu'il soit subalterne, parce qu'on n'avait plus envie de copier personne. Et enfin, il ne faut pas quand même qu'il devienne chromatique, le musée du noir. Voilà les 4 bébés qu'il m'a laissés. On a pris du temps à digérer tout cela, 10 longs mois, pour ensuite organiser des ateliers de conception, cette fois-ci. On a dit aux gars, écoutez, pour nous, la préfiguration allait donner le résultat, ça n'a rien donné. Enfin, si, ça donnait. Maintenant, on va aller à la conception. Et je pense que ça a été très, très, très instructif pour nous. Quand on est arrivé, les collègues qui étaient à la conception, la plupart étaient d'ailleurs aussi à la préfiguration, ont pris 2 décisions essentielles qui nous ont facilité la vie. La première, c'est qu'ils ont dit, logiquement, on ne peut pas mettre dans ce musée une exposition dite permanente. Bon, parce que d'abord, au bout de 5 ans, ça n'intéresse plus personne. Ensuite, le monde avance très vite, la technologie très vite, on renouvelle très vite. Et puis, ce serait tellement réducteur de vouloir présenter toutes les civilisations noires dans une seule exposition. Donc ça, c'était un grand soulagement. Ça veut dire qu'on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. Deuxième chose qu'ils ont eu à dire, et qui a été importante pour nous, c'est que les civilisations noires, c'est 7 millions d'années. C'est de Toumaï à aujourd'hui. Et que donc, vous ne pouvez pas être dans le champ du rétroviseur à regarder tout le temps derrière. Il faut ouvrir les yeux sur l'actuel et penser demain. Et ils ont été jusqu'à déterminer, je ne devais pas le dire, mais je vais le dire, Bachir, qui a donné le nom ou le titre de l'exposition,
civilisation africaine, création continue de l'humanité. Qu'est-ce que ça signifiait pour nous? Ça signifiait que le petit Toumaï, à peu près 1,10 m, au milieu des bêtes les plus méchantes, il y a 7 millions d'années, a survécu parce qu'il y avait peut-être une petite jugeote dans ce cerveau, et ça, c'est l'humain. Et quand on regarde les civilisations africaines jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a des choses inquiétantes en ce moment, le respect de l'humain est permanent. Si on prend la charte des chasseurs du Mandé, un chasseur, c'est un tueur. Mais elle dit en son article 1, toute vie humaine est une vie, toute vie est une vie, y compris celle de l'animal que je vais tuer, malheureusement, parce que je dois me nourrir, ou de l'arbre que je vais abattre, parce qu'il me faut du bois de chauffe ou du bois d'œuvre. Dans d'autres civilisations, on tuait par plaisir pour faire des trophées. Ça n'a pas existé dans les civilisations africaines. Et donc, cette permanence de l'humain, cette capacité aussi à être des civilisations de la rencontre, ont été les fils conducteurs de l'exposition que nous avons organisée. Autour de 11 thèmes que je vais réfléchir très rapidement. Donc, l'origine de l'humanité, de Toumaï à aujourd'hui. Une galerie est consacrée à cela. Une galerie est consacrée à l'histoire des sciences et techniques. L'Afrique a fait beaucoup d'apports dans ce domaine-là, domestication des plantes, invention de la métallurgie, etc., etc. Et les jeunes, quand ils viennent, ils sont un peu étonnés. L'idée, c'est de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas toujours été les derniers de la classe et que l'Afrique a été une locomotive pendant très longtemps et que si elle veut le redevenir, il faut qu'elle se connaisse davantage et interroge son humanité et son actualité. La ligne de continuité a servi et sert, elle est en évolution permanente, à montrer quand même que pour la reconnaissance des civilisations africaines, l'indépendance politique de l'Afrique, des hommes ont beaucoup sacrifié. On a eu un petit incident il y a 3 jours. Il y avait une délégation ivoirienne sur la ligne de continuité. Il n'y avait pas Houphouët-Boigny. Bon, on a fait notre mea culpa, mais en fait, c'était prévu. Simplement, la ligne n'a pas terminé. C'est le rôle terrible qu'on me donne. Mais c'est quoi? Il faut conclure. Bon, d'accord, je vais conclure. Je vais conclure simplement par cette galerie qu'on a appelée globalisation de la négritude, avec 2 images qui me paraissent très importantes. La première, c'est celle que vous avez donc à droite là-bas. Elle reproduit un monument dakarois qui a été très polémique, le monument de la Renaissance africaine. Un immense monument en bronze qui fait, une statue en bronze qui fait 52 mètres de haut, avec peut-être 4 salles d'exposition et d'autres commodités. Et là, c'est des artistes cubains qui ont visité ce monument-là pour lui donner peut-être une humanité un peu plus nègre, parce qu'on le pensait un peu, je ne cite pas. Et à droite, vous avez une œuvre qui nous a été offerte par le sculpteur haïtien Duval Carrier. Donc c'est un baobab qui a été fabriqué à Haïti, transporté à Dakar, qu'il appelle le baobab de l'humanité, qui fait 12 mètres, 7 tonnes. Et ça, je pense que ça va être la seule pièce permanente du monument, du musée. Je termine par un point, c'est que dans ce musée, on a décidé qu'on va essayer de parler le langage de notre temps. Vous savez, les cartels, il y en a partout.
on les lit très peu. Donc, le projet qui est en cours, c'est la création d'une plateforme numérique autour du musée avec un Wi-Fi intégré, c'est en cours, qui va permettre, dès qu'on sera dans le musée avec son smartphone, d'être connecté. Et avec les possibilités infinies qu'offre l'intelligence artificielle, on pense qu'on pourra mettre la plupart des langues africaines dans les itinéraires des musées. Donc, c'est la chose sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment une symphonie en devenir, mais peut-être que Bachir a raison sur moi, c'est un mutant. Et un mutant, il est dans un processus infini. Nous ne voulons pas que ce musée ait une identité fixe. Nous voulons qu'il soit un mutant permanent. Merci. Merci, Monsieur Bokoum, pour avoir vu d'un peu près la façon dont s'est créé, non pas un, mais deux musées consacrés à Paris, pour certains à des civilisations, à l'humanité, disons, pour le plus récent, et l'autre à des collections d'art non occidentales. Je salue bien bas le processus de concertation que vous nous avez décrit, parce que ce processus, en fait, a été un peu effacé dans la création des musées français par le geste architectural qui condamnait les objets exposés à être enfermés dans des cases prédéfinies par contraste avec le choix que vous avez fait. Le deuxième orateur, c'est Dan Hicks, qui est professeur d'archéologie à l'université d'Oxford, qui est conservateur dans un des musées les plus étonnants qui soit, le Pitt Rivers Museum à Oxford, qui est en fait le seul survivant d'une époque de très grande diversité dans les musées anthropologiques, puisqu'il est fondé sur les idées morphogénétiques du général Pitt Rivers. Et il est conservé en l'état, et avant que l'on bascule vers les musées d'anthropologie tels qu'on les fait actuellement, c'est-à-dire des musées organisés par aire culturelle. Et donc, il donne une idée de ce qu'a pu être la diversité au XIXe siècle, une inventivité dans les théories, au fond, de distribution, d'exposition des objets. Et il va nous parler d'une théorie anthropologique de la prise, du pillage, en fait, qu'il souhaite qu'elle soit un peu plus enseignée aux anthropologues. Okay, thank you. It's your. And so I will speak in English, but there are words in French on the screen. And so I want to talk about three things. I want initially to talk about an exhibition that we have on at the moment at the Pitt Rivers, which was mentioned in the questions earlier, and to explain a little bit about how that exhibit is a part of, if you like, how we are trying to reimagine anthropology museums in the West, in Oxford. And then in the second part, I'm going very quickly just to talk about how anthropology might think not about, in the way that we normally do, about sort of giving objects, but about the taking of objects, an anthropological theory of loot or theft. And I want to conclude with 4 objects that might help us to reimagine anthropological museums. However, I want to start with an observation that from an Oxford perspective, this is an African moment far more than a European one. And it's a moment that for us really started at Cape Town with the Rhodes Must Fall movement, and with the removal of the statue of Rhodes, Cecil Rhodes, the famous individual involved in empire in that area of Africa. And it was a movement that found its way really within weeks to Oxford. And this is the tweet that really helped us, think about how the museum has a role to play
on the one side, addressing institutional racism in the University of Oxford. At the same time, though, understanding not just its history, but its ongoing role in the present. So understanding the remains of the museum not as a ruin, but as an ongoing space of relationships. And really, without that movement, we would have been unable to undertake this work, which is open at the Pitt Rivers at the moment and runs until November. I'd encourage you to look at the social media for Lond, which is an exhibit which aims to reconstruct the material and the visual culture that was made and kept and salvaged from the camp at Calais as it existed in 2015 to 16. And in this case, we're using the role of the anthropological museum, the ability of anthropology in the museum to make things last. We're using that in order to try to make visible the ongoing situation in the Calais landscape for displaced individuals. And it's a co-curated show, co-curated with 4 African men who lived at Calais and are now in the UK with Right to Remain, with activists from the UK who lived there as well and were part of the co-production of this landscape, and with archaeologists here. So here is Washir, who is one of the co-curators, who lived at the jungle, had made his way there from Sudan, and here he is in Oxford as part of this exhibit. It's an exhibit that shows the contemporary archaeology of the tear gas, which is used on a routine basis. There we display the salvaged remains of the church, if you like, the Eritrean church, which was demolished in 2016. And we show some of the artwork, for example, the images of the children who went missing after the first round of the camp being destroyed. And also individual sorts of objects about the relationships of those individuals that lived there. So Majid Adin, who's one of the co-curators, made a stencil of his mum while he was there, and we have displayed an image of the stencil he made on the wall of the road, as you can see on the right-hand side, but also the physical object of the cardboard there. So this exhibit and also the book that accompanies it aims to imagine Calais as a space which is a post-colonial space, in that the individuals who wait there in that landscape in order to claim asylum are largely from the informal empire of the Horn of Africa and the Middle East, in Eritrea and Sudan and Ethiopia. So we explore the historical links in between museums and the borders of nation states. We are interested in how the border and the museum are united as a technology for classification. We are interested, though, also we are hopeful about the role of the potential for the action of the curator to allow ephemeral things that really sort of shouldn't last or are being destroyed. In a situation in which impermanence is used as a form of governance, we can allow them to last. And we can allow the voices of those people that want them to last there. So we're extending the idea of an archaeology of the prehistory into the idea of the present, the undocumented present. And that word undocumented in English is a word that captures both undocumented people and the importance of sort of documentation to decide how human you are and where you can move, and that sense of undocumentation in the same way as archaeologists we would use it for prehistory. So it's a kind of a remembering of the present. And so as part of that, the material and the visual culture of simply making visible as the photographs that were taken as part of the activism that happened there, that we are showing
on the walls of the exhibit, on the walls of the museum. We see this really as an extension of what Hannah Arendt called the space of appearance, the politics not of representation, but of appearance. And it's a sort of a politics that activists themselves are using, and this sort of controversial image that led to a case against this activist that took the photograph of the taking of a blanket from a displaced person in the Calais jungle months after the closure of the jungle. We're interested in the relationship in between that image and this image that we saw a little bit earlier on of the taking of the Benin bronzes. So that's the end of the first half of what I'm saying, really, that sense that the Pitt Rivers Museum is a white infrastructure. It has a relationship to the nation state. How, as anthropologists, can we think about this? Well, the moment in which we find ourselves in anthropology museums, I would argue, is the same moment in which we find ourselves as anthropologists as a discipline. And when we are engaging, as we are here, with colleagues from Africa, the way in which we take advantage of those dialogues is profoundly engaged with the political. Because our museums, insofar as we can say our at all, are full of the cultural heritage of others that was taken under duress. And I think Anne-Laura Stoller's notion of endurance and duress, that way in which things last and they're hard and they are here still, is enormously, they're not over. These are not ruins. So the principal risk of the rhetoric of the decolonization of museums here is that we might somehow write off the debts of a past for which those debts are outstanding. So with no hint of irony in this context, anthropologists and museum curators introduce our students to the study of objects and material culture with the concept not of the taking, but of the gift. The essay on the gift by Marcel Mauss has this immensely central role in how we think about objects as anthropologists, notions of debt, notions of the obligation to receive, notion of the laws that are around ideas of reciprocity, the desire of the gift itself to make a return, and that all those things are at the heart of our anthropological reflection upon objects. And so recently, a number of individuals involved in the translation of Mauss again into English, it's been translated now 3 times, a part of the sort of challenge is the immense nuance of language that comes about from the typology of objects and relationships, the gifts and the cadeaux and the présents and the prestations and the donations and the échange dons and the other forms of dons, but also the data, the données, and that sense of what is given because we take it for granted. So what are the things that we take for granted, the givens in a social anthropology of post-colonial museums? So to our shame, there is not a theory of theft or of booty, or of spoils, or of dispossession, or indeed of the museological dimension of what Karl Marx referred to as, if you like, the primitive accumulation. That moment of taking at which sort of capitalism moved across Africa. There's no theory of the ongoing exhibition of things that were never capable of being given. There is no theory of the concept of the curation of what was taken. Mauss wrote, to refuse to give, to overlook, to invite, to refuse to receive is the equivalent of a declaration of war. It is to refuse an alliance and to refuse the notion of a coming together. So what does it mean if we were to refuse to restitute? Here the questions, the absolutely central historical questions about sort of provenance are starting to become more discussed around museums, and the report
that we've heard about so much over the course of the day has made a major contribution here by encouraging us to think about the typologies, the different ways in which objects were taken. In some cases, there are complex histories, but in some cases, there are not complex histories. These histories are really simple. Things were taken, and there is a debt. So in a parallel to that project, we need to consider the possibilities of an anthropology, a comparative anthropology of the contemporary archaeology of taking. Thank you. So to finish, 4 objects with which we can reimagine the anthropological museum. These are objects from our collections. They're not, there's one African object, but they're objects that I just pulled out of the ether to think about here. There are objects that are bound up with the history of anthropological thinking about exchange and gift-giving, like not only just the prow of a canoe, but the prow of a canoe collected by Malinowski, upon which the theory of Mos was based. There are objects that remind us that these are not simply about ownership, they're about knowledge. The message sticks that we have from indigenous Australia were objects that were designed in order to bear a message, to bear information. We have the physical objects from the Marshall Islands, which are forms of maps. This is a map of sailing routes where the wood represents the wind and the currents, and the shells represent islands. And we even have objects which anthropologists collected, acquired, which can predict the future. Here is Evans Pritchard's, his object that he collected from the Zandi areas of Sudan, or South Sudan, which is a rubbing board through which you are able to tell the future. So these urgent questions are in the objects. They're about depth, they're about knowledge, they're about geopolitics, and they're about the future. So here Achille Mbembe's notion of the negative moment of Rhodes Must Fall is the challenge that we need to listen to. This negative moment that led to Rhodes Must Fall, he said, is about a moment in which the new antagonisms appear and the older antagonisms are unresolved. It's a moment where the contradictory forces, which are incoherent and fractured and fragmented, are all in play, and they may be able to, and we don't know what the outcome is going to be. It's also a moment in which the multiple crises, which are past and present and unresolved, seem to be on course to bang into each other, to collide. And we don't know whether a collision will happen or not, but whether it will or not, what's clear is that the era of innocence and complacence is over. So I'm just going to leave this image here with that sense of, the dispossessions in the post-colonial moment at the UK-France national border, and the dispossessions from West Africa in 1895. Both of those moments are reflected at the moment in the exhibitions of the Pitt Rivers, and we're doing our best to reimagine anthropology museums for the future in a moment that has to be led from African voices and not from mine. Thank you. Merci Dan Hicks pour cette invite à repenser des musées d'anthropologie comme le Pitt Rivers à partir d'une anthropologie de la prise. Juste un mot sur Mos. C'est vrai qu'il n'a pas écrit un essai sur la spoliation, mais en fait, tout son essai sur le don, c'était un essai contre le pillage colonial et la forme déshumanisée de l'échange marchand. Et l'appel, il est tout à fait explicite au retour à des formes, alors d'évergétisme en effet, mais aussi surtout de relations entre les humains qui ne passent pas par des marchandises. C'était dans une grande inspiration socialiste.
La troisième, toujours le problème de genre, la troisième personne à intervenir, c'est Marie-Cécile Zinsou, qui va nous parler de la fondation Zinsou au Bénin, qu'elle a créée en 2005 pour faire prendre conscience aux jeunes de la culture béninoise à travers une série d'expositions d'art africain, c'est-à-dire que ça dépasse le cadre du Bénin, mais aussi de les rendre conscients de ce qui se fait dans l'art contemporain. Merci. Alors j'étais un peu embêtée quand j'ai vu que j'étais invitée à ce colloque, d'abord parce que ça m'impressionne beaucoup de parler devant vous, et puis ensuite parce que Bénédicte m'a dit que voilà, il fallait que j'écrive quelques lignes sur ce que j'allais dire au sujet de la réinvention des musées. Et alors du coup j'étais embêtée parce que moi je vais fermer le mien. Je vais fermer les miens en octobre. Alors du coup, j'étais un peu embêtée de devoir vous raconter mon prochain projet que je ne connais pas encore. Donc si vous me le permettez, je vais pouvoir vous dire en quelques mots ce que je ferme, ce que j'ai commencé en 2005 et ce que je vais fermer en 2019. Et puis après, je partagerai peut-être avec vous quelques questionnements que je peux avoir en ce moment sur la façon dont l'avenir va se dérouler. Alors en fait, on a commencé en 2003. Je me suis installée au Bénin, qui est mon pays tout autant que la France, puisque je suis franco-béninoise, et j'ai pu constater qu'il n'y avait aucun endroit où voir la création contemporaine. Il y avait des exemples de biennales ou d'événements sur le continent, mais il y avait difficilement des lieux où comprendre la création. Et j'ai eu l'occasion de voir une exposition formidable en 2004 à Düsseldorf, Africa Remix de Simon Djamil. Le seul problème, c'est que comme vous pouvez l'imaginer, Düsseldorf est assez loin de Cotonou, Douala ou Lagos. Et du coup, je ne sais pas pourquoi je me suis sentie responsable de cette situation, mais du coup, je me suis dit qu'il fallait ouvrir un lieu sur mon continent, plutôt dans mon pays, le Bénin. Et donc, j'ai ouvert un espace qui, à la base, était surtout 800 mètres carrés, peint en blanc, avec un tout petit peu de lumière et 2 climatiseurs. Donc, c'était vraiment un espace très, très sobre et voilà. Mais on n'a évidemment pas du tout osé mettre le nom de musée sur cet espace, c'était juste une fondation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, au Bénin, le mot fondation est totalement trusté. Vous ne pouvez absolument plus l'utiliser si vous ne faites pas des expositions d'art contemporain régulières. Donc, on a ouvert cet espace en 2005 avec une exposition de Romuald Azoumé et on a décidé d'inviter des créateurs de tout le continent et peut-être d'ailleurs un petit peu plus largement que ça, c'est-à-dire que des créateurs du monde entier qui avaient envie d'exposer sur le continent et être face à un public qui découvrait leur travail. On a rencontré un public assez rapidement. Le premier jour, on n'avait eu que 4 personnes. J'étais allée à la télévision pour dire que c'était climatisé, que c'était gratuit. Le lendemain, on a eu 600 personnes, donc ça a été très efficace. Je vous le conseille à Dakar si jamais vous devez aller à la rencontre de nouveaux publics. La climatisation est un énorme avantage. On a rencontré le public. On a réalisé que le public venait principalement à 17h après l'école, en groupe ultra nombreux, avec dans l'idée de faire un maximum de bêtises, puisque notre public avait donc 4 ans et demi, et qui sortait de l'école et qui s'était dit, ça a l'air très amusant cet endroit, et donc ils venaient tous les jours. Donc voilà, le premier jour, il venait à 4-5, le deuxième jour, il venait à 60-80, et le troisième jour, il venait à 600, tous les jours, absolument tous les jours. Donc au bout de la première semaine, ils nous ont demandé quand on allait changer l'exposition et quand on allait faire des nouvelles choses. Donc ça permet éventuellement de faire mentir une idée toute simple, mais qui est que les Africains ne vont pas au musée. Les Africains ne vont pas au musée parce qu'il n'y a pas de musée. Mais essayez de mettre un musée, vous allez voir, la fréquentation, on en a parlé tout à l'heure avec M. Bokoum, la fréquentation prouve que quand on a la possibilité de faire les choses, eh bien, généralement, on l'attrape, on l'accroche, on s'y tient et on va au musée. En 2005, on a un mot qui apparaît souvent dans le livre d'or, c'est merci. Merci de nous donner la chance de voir tout ça. Merci de nous laisser l'accès. Merci. Bon, c'est un mot qui revient souvent, on le constate dans le livre d'or. En 2006, on a l'apparition d'un nouveau mot dans le livre d'or, c'est pourquoi. En 2006, on expose les œuvres du musée du Quai Branly, donc les œuvres du Dahomey, parce que si je viens du Bénin, c'est l'ancien Dahomey, et donc ce n'est pas le Benin City et le royaume du Bénin dont a parlé Félicité tout à l'heure. Donc
On accueille les œuvres dahoméennes du musée du Quai Branly. Président Chirac a tenu à ce que les œuvres voyagent vers l'Afrique, et donc le trésor royal dahoméen revient en prêt par la France au Bénin. Donc, deuxième mot dans le livre d'or, pourquoi ? Merci de nous les montrer, mais pourquoi elles repartent ? Pourquoi elles rentrent chez elles ? Bon, la force est de constater qu'on a 6 musées nationaux au Bénin qui sont en piteux état. Ces œuvres du Quai Branly sont épatantes. La population est juste très nombreuse à venir. Il y a 275 000 personnes qui se pressent pour voir ces œuvres en 3 mois. Je vois le monsieur au premier rang qui est un peu dubitatif. 56 000 personnes dans les 3 derniers jours, quand on a annoncé à la télévision et à la radio que les œuvres repartaient, et qu'a priori, elles ne revenaient pas tout de suite, puisqu'elles étaient parties 110 ans auparavant, donc il était possible qu'elles remettent 110 ans à revenir. Donc pour vous donner une idée, le président du Quai Branly, quand il est venu, n'a pas pu rentrer dans la fondation, puisque les gens disaient « Non, ça fait 3 heures qu'on fait la queue, il n'y a aucune raison que vous rentriez le premier ». Et quand je disais « Mais s'il vous plaît, laissez-le passer, c'est le président du Quai Branly », il disait « Justement, lui, il peut voir les œuvres tout le temps, donc le mieux, c'est qu'il fasse la queue et qu'il attende comme tout le monde ». Voilà, donc apparition du mot « pourquoi ». En 2013, l'apparition d'un nouveau mot dans un nouveau lieu. En 2013, on a décidé de créer un musée. On a créé un musée parce qu'on avait une collection qui n'était pas forcément voulue, c'est-à-dire qu'à la base, je n'étais pas partie dans l'idée de créer une collection, de devenir collectionneuse, mais il se trouve que en faisant évoluer le projet, en travaillant avec les artistes, on a acquis des œuvres. Les artistes ne vivent pas de l'air du temps, et à un moment, il fallait encourager la création, il fallait produire des œuvres, il fallait en acheter et en garder sur le continent pour pas qu'on se retrouve au XXIIIe siècle à faire des colloques sur le thème « Pourquoi les œuvres du XXIe siècle sont toutes parties dans le monde entier et ne sont pas restées en Afrique ?» Donc, du coup, on a ouvert un musée, puisqu'on avait cette collection, et après, ça servait à rien que cette collection soit dans un stock, il fallait que cette collection soit montrée, sinon ça n'avait pas de sens. Donc on ouvre un musée, et là, apparition du mot « fierté ». Apparition du mot « fierté », c'est peut-être le mot qui nous a le plus influencé dans l'idée de fermer la fondation et de réinventer le projet. Parce que voilà, là on en est là. On est en 2019. On a eu 14 ans la semaine dernière. On va avoir 15 ans l'année prochaine. Ça fait 15 ans qu'on fait ça, et je pense que c'est le moment où il faut redéfinir qui nous sommes. On a commencé, je vous dis, dans un espace de 800 mètres carrés qu'on a loué, qui était un espace atroce. Nous en parlions avec Simon Djami tout à l'heure, qui me rappelait à quel point le deuxième espace n'était pas terrible, et le troisième vraiment ignoble, et le quatrième assez monstrueux. Mais il se trouve qu'on loue des immeubles moches parce que il fallait faire vite, il fallait trouver des solutions, il fallait être actif, il fallait montrer les artistes, et l'urgence, c'était de montrer et de voir le public, d'aller à la rencontre du public. Donc c'était n'importe quel immeuble, n'importe quel moment, équipé correctement, on pouvait recevoir des œuvres de musée, quelques amis nous prêtaient, 2-3 Basquiat par-ci, 2-3 Kissaring par-là, comme ça de temps en temps on faisait des expositions internationales. Aujourd'hui, on est dans une dynamique différente. Et on est dans une dynamique qui commence par le fait qu'on a fait pas mal de recherches sur les 15 dernières années. Et aujourd'hui, et pour revenir un peu à ce dont on parlait aujourd'hui dans ce colloque, il y a la question de regarder les modèles locaux et ce qui s'est fait dans nos pays. Si vous regardez les musées au Bénin, vous allez tomber sur le musée d'Abomey, le musée ethnographique de Porto Novo, tous ces musées qui sont des musées hérités de la colonisation et qu'on n'a pas tellement re-questionnés. Et en fait, je parle que de l'exemple du Bénin, mais il y a plusieurs pays qui pourront parler de ce genre de musées, qui sont des musées dont on a hérité et dont on ne sait que faire. Or, si on est un petit peu honnête vis-à-vis de soi-même, on peut imaginer que notre histoire ne commence pas du tout en 1892 avec l'apparition de la colonisation dans nos pays. Et on peut réfléchir à la façon dont le patrimoine était regardé avant la colonisation. Et je vous dis ça parce que la colonisation est un élément très important. Le programme d'histoire à l'Université du Bénin, ça se présente un peu comme la phase précoloniale, la phase coloniale et la phase postcoloniale. Et c'est comme ça qu'on forme aujourd'hui la jeunesse de demain. Donc du coup, c'est un vrai sujet, la colonisation, dont il faut qu'on sorte. Et quand on pense musée, il faut qu'on parle des choses et il faut qu'on se dise que il y a des modèles de monstration des collections publiques en Afrique avant l'apparition du musée colonial dans les années 30-40. Donc ça, c'est une première chose qu'on découvre. On découvre le défilé des richesses. On se doute bien qu'il y a des traditions de monstration des collections, puisque on sait bien que quand l'expédition coloniale arrive dans les palais d'Abomey, elle ne trouve pas que des objets qui ont été fabriqués dans la semaine.
quand les fameuses œuvres qui sont aujourd'hui conservées dans les musées français sont collectées, ce n'est pas des œuvres qui aujourd'hui fêtent leurs 120 ans, c'est des œuvres qui ont quand même déjà un siècle ou deux. Donc il y a forcément une tradition de conservation dans nos pays, puisque le roi d'Abomey a un trône qui a 2 siècles et que ce trône est montré à la population chaque année pendant 3 ou 4 jours. Donc ça veut dire qu'il y a forcément des pratiques qu'il faut qu'on s'attelle à redécouvrir. Et alors peut-être aujourd'hui, on ne va pas faire défiler forcément toutes les collections des musées dans la rue sur la tête des soldats comme ça se faisait au début du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. On va peut-être aussi adapter les modèles à notre époque, mais il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui au modèle de monstration des collections. Ensuite, il y a des réflexions pratiques qui motivent la volonté de changer notre projet et de transformer la fondation. Une chose pratique, alors personne n'en a parlé, mais c'est un sujet un peu réel qui existe sur le continent africain, c'est la facture d'électricité. Pour vous donner une idée, je pense que vous ne vous attendiez pas à ce que je vous parle de ma facture SB2E. Enfin, je vais quand même vous en parler parce que on est dans un pays, le musée tient compte d'un contexte. On est dans un pays où l'électricité est la plus chère du monde. Elle est aussi la moins régulière. Donc non seulement vous payez 15-20 000 euros d'électricité par mois quand vous êtes une fondation qui dispose de quelques bâtiments visitables par le public et quelques bibliothèques, non seulement votre facture d'électricité varie entre 15 et 20 000 euros, mais en plus, vous faites exploser vos climatiseurs et vos spots un jour sur 2. Et en fait, c'est un détail bête, mais du coup, on est obligé de réfléchir le nouvel espace, le nouvel endroit, le nouveau musée, avec cette contrainte-là, qui est que nous n'avons pas d'énergie. Or, le modèle occidental qu'on nous propose est un modèle qui fonctionne avec des conditions logiques en France ou logiques aux États-Unis. Mais en essayant de réfléchir à un nouvel espace, on ne peut pas réfléchir ce nouvel espace avec des formes de conservation ou des contraintes qui répondent à un modèle occidental et qui n'ont aucun rapport avec notre modèle à nous. Un musée français, s'il devait payer 200 000 euros d'électricité par mois, fermerait évidemment. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas logique économiquement. Donc c'est un sujet, la facture d'électricité, qui en fait oblige à penser un modèle différent. Un modèle qu'on a testé depuis 2013 avec le musée de Ouidah, qui est un musée qui ne consomme pas d'électricité, qui utilise un bâtiment de patrimoine afro-brésilien, un monument historique, qui a été conçu intelligemment et qui, avec la force du vent et les coursives du bâtiment, permet de garder une espèce de climat complètement stable, qui est formidable pour les œuvres, et qui nous a permis du coup de comprendre qu'en utilisant les éléments qui semblent hostiles de prime abord, le vent, l'humidité, l'eau, en fait, en les utilisant à bon escient, on pourrait inventer une nouvelle forme de bâtiment. Et donc, voilà, je suis désolée d'être passée sur quelque chose d'aussi prosaïque que de vous parler de ma facture d'électricité, mais c'est important de comprendre et de transformer les contraintes que nous avons en force. Et ensuite, il y a cette question de où place-t-on le musée ? On s'est placé au centre de la ville de Cotonou, parce que c'est la ville la plus peuplée, et qu'on s'est dit que c'était logique d'être à côté du public et tout ça. Mais on se retrouve dans une situation qui est un petit peu particulière. Et en fait, on va déménager en plein milieu de la campagne, à 3 km du péage de Ouidah. Alors, c'est un drôle d'endroit, vous me direz, pour déménager, vu que c'est un des seuls petits espaces de campagne qui existent dans un endroit que les gens visualisent pas. Vous pouvez penser que le nouvel espace va être au milieu d'une petite campagne, à côté d'une petite ville qui s'appelle Ouidah, qui compte 80 000 habitants, pas très loin de Cotonou. Mais en fait, si on réfléchit à la façon dont le monde évolue, on est placé dans la rue principale de la plus grande ville du monde. Et ça, les gens ne le perçoivent pas parce qu'en fait, c'est une ville qui n'existe pas. Et alors, comme les villes qui n'existent pas, on ne la voit pas. Mais en fait, si vous pensez à la carte du Bénin et puis plus généralement de l'Afrique de l'Ouest, on va être situé sur la route principale de l'axe Lagos, Cotonou, Ouidah, Grand Popo, Lomé, Accra, Abidjan. Et donc, en fait, bien sûr, ce n'est pas une ville qui a été dessinée en 1885 à Berlin, puisque c'est une ville qui correspond à aucun pays. C'est une ville qui est complètement transversale et qui va être une des zones les plus peuplées du monde. Et du coup, en s'installant en 2020 sur cette route principale, en fait, on s'installe au centre du monde. Et comme ça, le jour où les gens auront découvert que le monde a un peu changé et qu'il est un peu différent, ben nous, on sera exactement au milieu. C'est là que vous nous trouverez. Voilà, donc ça, c'est sur la façon dont on se localise.
Et puis après, voilà, construire quel musée? Une fois qu'on a dit qu'on avait besoin de vent, qu'on ne voulait pas d'électricité, qu'on voulait casser les codes occidentaux, mais comment est-ce qu'on invente ces nouveaux codes? Alors, je n'ai vraiment pas du tout la réponse. Donc, du coup, je tiens encore 3 minutes après, je vous rends la parole. Mais je me pose des questions, je vous donne, enfin, je vous dis un peu ce qu'on pense maintenant. Après, on va ouvrir dans un an, donc on va trouver les réponses forcément cette année. Si d'ailleurs certains d'entre vous ont des éléments de réponse, il ne faut pas hésiter à les partager parce que c'est une œuvre assez collective, ce projet de musée. On sait qu'aujourd'hui, on est sur un continent qui connaît une croissance que quasiment aucun pays dans l'histoire de l'humanité n'a connue. Donc on sait que notre bâtiment doit suivre ça. Donc on ne peut pas faire un bâtiment fixe, on est obligé de faire un bâtiment qui va évoluer avec notre histoire, puisque c'est tellement rapide qu'on ne peut pas tellement projeter, on ne sait pas tellement où on sera dans 15, 20 ans, 30 ans. Donc on est obligé de réfléchir à un bâtiment qui peut évoluer avec son époque, avec son temps. On est clairement un bâtiment dédié à l'art contemporain, mais en même temps, on va forcément avoir un espace d'archives et d'histoire. Parce que pour l'instant, notre histoire, elle n'est pas connue, elle n'est pas accessible. Et le problème, c'est que pour arriver à dépasser notre histoire et à construire un avenir, on a besoin de connaître cette histoire. Donc, on pense qu'il y aura un lieu d'archives, un espace d'histoire dans ce nouveau lieu. Parce que sinon, on va être constamment à l'ombre de la colonisation et on va être dans cette espèce de flou sur qui nous sommes. Donc, il y a un moment, tout en étant un espace d'art contemporain assumé, il faudra quand même qu'on réfléchisse à l'endroit d'où l'on vient et à où on a envie d'aller. Ensuite, on vit dans un continent un peu particulier. Là, je parle plus de continent que de pays, mais on peut juste réduire au Bénin si vous le souhaitez. On vit le Bénin et l'Afrique de l'Ouest en général, c'est un endroit particulier où il y a un pourcentage de pauvres de moins en moins important. Et ça, vous pourrez penser que c'est génial, mais le paradoxe de la pauvreté, c'est que s'il y a un pourcentage de plus en plus faible, la croissance est telle qu'en fait, il y a de plus en plus de pauvres. Donc, avant, on était moins nombreux et le pourcentage était plus important, mais aujourd'hui, en réalité, on est dans des pays où il y a une question qui est réelle et qui est que le salaire moyen est à 51 € par mois. Donc, ça pose aussi la question de l'investissement qu'on va mettre dans le bâtiment. C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut arriver légitimement en disant, voilà, je vais faire un bâtiment à 100 millions de dollars, je vais faire un concours d'architectes internationaux et construire le bâtiment le plus impressionnant qui existe, ça. Je pense qu'on est obligé de regarder la réalité, on est obligé de s'adapter à notre public et de réfléchir avec lui. Et on est là pour être un lieu ouvert à tous. On n'est pas là pour être un lieu excluant ou pour être un lieu écrasant. Et donc, je pense que la question du financement de ce musée va être extrêmement importante et la question du budget de ce musée va être très importante. Je pense que le financement va être collectif. Aujourd'hui, on a un départ de financement qui pour l'instant est exclusivement béninois, mais qui après, j'espère, va s'agrandir. Mais pour l'instant, sur la simple évocation de ce projet et sur le simple questionnement où nous en sommes à l'heure actuelle, on a déjà des financements béninois pour le projet, des gens qui ont envie de s'investir et qui ont envie de partager. Donc voilà, donc il y a cette question de quel budget, quelle forme, maintenant qu'on a l'adresse, il faut qu'on définisse. On a encore une chose qui est que le Bénin vit principalement de son port. Et comme je disais que le musée dépend aussi de son contexte, on est en train de travailler sur une idée d'architecture en container. Parce que les containers sont un peu omniprésents dans le sud du Bénin. C'est une activité économique importante. Les camions passent leur temps à circuler. Sur cette route, évidemment, entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, vous avez ces camions qui circulent avec des containers tout le temps. Aujourd'hui, une des pistes de réflexion, c'est de construire un container. Comme ça, on peut construire un musée avec 10 containers, avec 20 containers. On peut le faire évoluer et on peut être à 100 containers plus tard. Si un jour on a des problèmes, ou on a envie de changer d'air, on peut aussi mettre notre musée sur des camions et le déplacer dans un autre pays ou dans un autre espace. Donc, on est en train de réfléchir à une espèce de structure un peu différente qui permettrait à la fois d'économiser les coûts pour être réaliste avec notre environnement et qui proposerait quelque chose d'un peu différent, un peu original. Et enfin, ma dernière question, elle est sur la collection.
Qu'est-ce qu'on fait de cette collection? Est-ce qu'on l'expose et on remplit notre nouvel espace une fois qu'il aurait été un peu déterminé par cette collection? Ou est-ce qu'au contraire, on essaye d'accompagner notre époque et on se dit que dans cette croissance incroyable, l'art est peut-être ce qui nous ouvre le mieux la voie. Et à ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas intérêt à recevoir les artistes en résidence, à les accueillir et à rester constamment en phase et finalement à laisser cette collection de côté un instant pour correspondre un peu plus à l'environnement qui nous entoure et à notre époque? Voilà. Merci pour ces 3 expériences de musée conçues de façon un peu différente de la façon dont il l'était auparavant. 2 en processus toujours de création et l'un qui est en processus de rénovation à partir, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un musée du 19e siècle qui se transforme en un musée du 21e siècle. Et j'ai envie de vous demander si vous ne souhaitez pas vous poser des questions pour croiser vos expériences personnelles. Et collective, bien sûr. Je pense que vous avez bien résumé la situation. À Oxford, ils sont en train de vouloir sortir d'une camisole de force. Vous savez, les collections, c'est aussi des exigences. On est parfois prisonnier de ces collections. Et en sortir n'est pas toujours aisé. C'est pourquoi d'ailleurs je pense que les restitutions vont aller très vite. Ce que je salue par contre, c'est cet effort qui a été fait sur Calais pour montrer quand même, quand ils sont venus chez nous, ils n'ont pas demandé de visa, ils sont venus avec une baïonnette. Nous, pour venir, il faut des visas, sinon on reste à Calais pour tenter sa chance. Ça fait des drames et c'est bien que le musée se saisisse d'une question comme celle-là et essaie d'en cerner toutes les significations. Bon, je pense que si la plupart des grands musées faisaient cet effort-là, on avancerait encore plus vite. Pour Cécile, bon, moi je ne sais pas si j'ai grand-chose à dire. Sur les publics peut-être, je pense que ça a beaucoup changé. Nous, quand on avait à l'époque la forêt sacrée au musée Théodore Monod, bon, il n'y a que les Toubabs qui venaient là-bas, et quelques petits bourgeois comme moi. Voilà, maintenant on est en train de changer. Le musée s'est totalement transformé. Les espaces externes ont été modifiés, ou en tout cas ont une seconde vie. Conséquence, les publics qu'on voit maintenant, à très grande majorité, ce sont des locaux. Et ça, c'est assez nouveau. Au début, bon, moi j'ai été directeur de l'UFAN. Bon, dans mon musée, j'avais 10 à 15 personnes par jour, au mieux. Au niveau du musée du MCN, parce que je ne parviens pas à le nommer, je pense qu'on a eu un peu plus de chance. Parce qu'en évitant le piège de l'ethnographie, on s'est intéressé à des questions relativement nouvelles dans nos musées. Par exemple, l'appropriation africaine des religions abrahamiques. Nous sommes quand même dans un pays 90 à 95% musulmans. Et moi, pour la première fois, j'ai vu des gens enchapelés, visiter le musée et parfois faire des prières dans les vitrines. Et le taux de fréquentation est tout à fait raisonnable. On a ouvert au mois de janvier. Je pense que en janvier, on a eu 17 000. C'était très, très, très bien. On a des prix qui vont de 2015 personnes à 60 personnes. Je vais vous expliquer. Quand on a ouvert, bon, c'était le boom, c'est normal, les gens voulaient découvrir et tout ça. Et je pense que c'est toujours le boom d'ailleurs, avec beaucoup d'élèves et beaucoup d'étudiants. Après, on a eu la campagne électorale. Bon, c'est un événement important chez nous. Donc, tout le monde s'est dispersé. Ensuite, il y a eu le Ramadan. Il faut qu'on trouve une solution pour cette période-là. Conséquence, on a eu vraiment des problèmes de flux et des problèmes de constance.
Ce qui fait que la moyenne aujourd'hui pour la fréquentation, c'est autour de 300 personnes. Je pense que c'est toujours bon et qu'on peut améliorer quand on a fait le bilan de la première année. Pour le reste, les problèmes de gestion, nous les partageons. Les factures d'électricité sont ce qu'elles sont. Je pense que le solaire peut nous aider pour ce qui est de l'éclairage. Mais la climatisation, je pense que c'est un secteur lourd qu'il va falloir malheureusement supporter. Mais votre idée à conteneur est remarquable, je trouve. Voilà. Merci. Dan, would you like to say something about Yes. heard? Yes. I think, and so as I was listening to the presentations now and also over the course of the day, and listening in this institution of all institutions, I was reflecting on how much more exciting a moment we find ourselves in thinking about the potential of museums than the Foucauldian moment that seems to have really dominated how people think about museums. So Foucault never really wrote much about museums, but you wouldn't know that from how much he gets used and abused in the literature about museums. And that literature, so it's not really a criticism of Foucault, it's a criticism of that literature, it tends to overdetermine the power of and the intentionality of the museums. Museums are far more chaotic and far more violent and far more unpleasant and anarchistic than most of that. They're not like hospitals or like the prisons. They work in different ways. And I think Achille Mbembe's notion of where he's taken the Foucauldian notion of the biopolitical and has replaced it or expanded it into what he calls the necropolitical, the politics of who gets to live and how they get to live and who dies. That is a connection that runs between the forced displacement of people and the forced displacement of objects. And I think one of the challenges for us as a community who care about the past and who care about the future and who want to move beyond this very parochial European obsession with the universal. One of the challenges is to take seriously the ongoing violences, the fact that the post-colonial is not over, and to keep on, to see this as a problem for the present. Merci. Marie, vous voulez faire un commentaire sur ce qui est... Non on a un peu de temps pour... Non, je vois des dénégations très vives en face. Je vous laisse donc la parole pour la conclusion de cette journée. Merci.